Chérie, aujourd'hui, je veux connaître ton père. Je veux savoir qui il est, je veux voir son visage. Andrea, je te promets que tu le rencontreras. Mais pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi pas maintenant? Cela fait des mois que tu dis ça. Je veux savoir qui il est, comprendre pourquoi il est si distant. Ce n'est pas si simple. Mon père et moi avons une relation compliquée. Je veux te protéger de ça. Paulin, je suis ta femme. Nous devrions partager ces choses, même les plus difficiles. Laisse-moi l'aider, laisse-moi comprendre. D'accord, Andrea, je te promets que nous irons le voir bientôt. Je veux juste être sûr que ce soit le bon moment pour nous deux. Cette affaire commence à me mettre mal à l'aise, chérie. T'inquiète pas, tout va s'arranger. Va me trouver quelque chose à manger. 2 semaines plus tard, un soir. Paulin rentre du service. Andrea l'attend impatiemment dans leur chambre. Bonsoir, Andrea. Désolé pour le retard, la journée a été longue. Bonsoir, Paulin. Je t'attendais. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Andrea? Tout va bien? Paulin, je suis enceinte. De 3 mois. Enceinte, Andrea, c'est merveilleux. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement heureuse, Paulin. Mais il y a encore quelque chose. Je veux vraiment connaître ton père avant que notre enfant ne naisse. Je veux que notre famille soit complète. Andrea, je comprends. Je te promets qu'on ira le voir. Je veux juste m'assurer que c'est le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, Paulin. Pour nous, pour notre enfant. Nous devons le faire. D'accord, Andrea, on ira le voir bientôt. Je te le promets. 9 mois plus tard, après la naissance de leur fille, une belle soirée à la maison. Paulin et Andrea sont heureux et détendus. Soudain, un policier frappe à la porte. Chérie, regarde comment elle est belle, elle me ressemble beaucoup. Pas seulement toi. Elle nous ressemble beaucoup, elle a pris mon nez et mes oreilles. Bonsoir, officier. Puis-je vous aider? Bonsoir, monsieur. Vous êtes Paulin Nestor. Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Vous êtes en état d'arrestation pour vol. Vous devez nous suivre au commissariat. Moi? Du vol? Quoi? Il vient juste de devenir père. Il ne peut pas être arrêté maintenant. Mon mari n'est pas une voleur. Officier, s'il vous plaît, comprenez. Je viens d'avoir une fille. Ne m'arrêtez pas maintenant. En plus, je n'ai jamais volé de ma vie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis désolé, monsieur, mais je dois faire mon devoir. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. La policière menotte Paulin et l'emmène. Andrea est dévastée et tente de retenir ses larmes. Paulin, je vais trouver un moyen de te sortir de là. Je te le promets. Prends soin de notre fille, Andrea. Je t'aime, je suis innocent, et je serai bientôt de retour pour vous mes chéris. Andrea regarde la voiture de police s'éloigner. Elle se sent seule et accablée par les événements. Quelques jours passent, et Andrea se retrouve de plus en plus inquiète et troublée. Elle parle de la situation uniquement à quelques amis proches de Paulin. Andrea, toi ici à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe? Paulin a été arrêté. Ils disent qu'il a fait un détournement de fonds. Je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, Paulin a fait quoi? Je ne crois pas. Non, 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 ok. Calme-toi, on va t'aider. Andrea entre, et Paulin appelle Augusto. Ils s'assoient tous les trois dans le salon. Martin, que se passe-t-il? Pourquoi cet appel urgent? Andrea, raconte-lui ce qui s'est passé. Paulin a été arrêté ce soir. Ils disent qu'il est accusé de détournement d'argent, une grosse somme. Il n'a rien fait de tout ça, je le sais. Nous devons l'aider. C'est vraiment une affaire complexe. Martin, viens, nous devons en discuter en privé. Martin et Augusto s'éloignent pour discuter tête à tête. Que penses-tu de tout ça, Augusto? C'est une affaire d'État, Martin. Si Paulin est accusé de détournement d'argent, ça implique des enquêtes à haut niveau. Nous risquons gros en nous mêlant de cela. Mais c'est notre ami, on ne peut pas l'abandonner. Je comprends, mais je ne peux pas m'engager dans une affaire policière de cette ampleur. C'est trop risqué. Martin et Augusto reviennent vers Andrea. Andrea, nous avons discuté. Nous allons nous rendre au commissariat pour mieux comprendre la situation. Nous ferons de notre mieux pour aider Paulin. Merci, Martin. Merci, Augusto. Je suis prête à tout pour le faire libérer. Andrea, rentre chez toi pour le moment.
Nous allons bientôt arriver au commissariat et essayer de tirer les choses au clair. Nous te tiendrons informé dès que possible. D'accord. Merci beaucoup. Andrea quitte la maison, et Martin et Augusto se préparent à aller au commissariat. 3 jours plus tard, Martin et Augusto arrivent au commissariat, déterminés à aider Paulin. Bonjour monsieur l'inspecteur. Sommes là pour parler de l'affaire de Paulin Nestor. Nous voulons comprendre la situation. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les preuves contre lui sont accablantes. Paulin sera transféré au grand camp demain. Ne peut-on pas trouver une solution? Paulin est innocent. Messieurs, je comprends votre souci, mais c'est une affaire d'État. Les décisions sont prises à un niveau supérieur. Il n'y a rien de plus que nous puissions faire ici. Le soir où Andrea apprend que Paulin sera transféré, elle décide de préparer un repas spécial pour lui. Elle rassemble tout ce qu'elle peut trouver pour faire un repas réconfortant. Puis, avec leur enfant, elle se rend à la prison. Garde de la prison les laisse entrer et les conduit à une salle de visite. Paulin entre, menotté, et Andrea se précipite vers lui, le serrant dans ses bras. Paulin, j'ai appris la nouvelle. J'ai préparé un repas pour toi. Je voulais que nous passions cette dernière nuit ensemble. Merci, Andrea. C'est tellement difficile de te voir ici, mais je suis heureux que nous soyons ensemble ce soir. Ils s'assoient tous les trois, Andrea, Paulin et leur bébé, autour de la petite table. Andrea sort la nourriture qu'elle a préparée et la partage avec Paulin. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. J'espère que ça te plaira. Tout ce que tu fais est parfait. Merci, Andrea. Ils mangent en silence pendant quelques instants, savourant chaque seconde ensemble. Puis, ils commencent à parler, partageant leurs pensées et leurs sentiments. Paulin, je veux que tu saches que je ferai tout pour te faire sortir de là. Je ne laisserai pas notre famille se détruire. Andrea, je suis désolé de te faire subir tout ça. Mais je te promets que je n'ai rien fait de mal. Nous devons rester forts, pour notre fille. Nous le serons. Nous surmonterons cette épreuve, ensemble. Je te le promets. Elle tend leur bébé à Paulin, qui le prend avec précaution, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir être là pour toi. Mais je reviendrai. Je te promets que je reviendrai. Nous t'attendrons, Paulin. Nous serons là, à t'attendre. Tout ce dont j'ai voulu dans ma vie, c'est de vivre avec ma famille. Et voilà l'occasion. Me voici très loin de mes responsabilités. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi de ne pas être là au bon moment pour prendre soin de vous. S'il faut, prie pour moi, pour que la vérité éclate le plus vite possible. Je vous aime beaucoup et surtout prends soin de notre belle-fille. Ne pleure pas mon amour, Dieu va bientôt exaucer à notre prière, et tu seras bientôt à la maison avec ta famille. Calme-toi, ça va aller. Je ne connais pas l'identité de la personne qui m'a piégé de cette façon. Et je ne reconnais pas ce que j'ai fait de mal pour que la personne me punisse de telle manière. Mais, la personne qui m'a piégé vers ici, n'aura jamais la paix, une vie paisible. Il racontera beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes dans sa vie. Au plus ou au point. Il m'a fait subir. Ils passent la nuit à parler, à partager leurs souvenirs et à exprimer leurs sentiments les plus profonds. Ils pleurent ensemble, mais trouvent aussi du réconfort dans leur amour et leur foi. Un mois plus tard, après le transfert de Paulin, Andrea est seule avec leur bébé. Les temps sont durs, et elle commence à sentir le poids de la situation. Comment en sommes-nous arrivés là? Paulin, je ne peux plus supporter cette vie. Je n'ai plus d'argent, je ne peux même pas nourrir notre enfant correctement. Elle regarde autour d'elle, la maison semble vide et silencieuse. Les amis qui l'avaient soutenue au début ont peu à peu disparu, la laissant seule avec ses problèmes. Où sont passés tous ceux qui disaient qu'ils nous aideraient? Pourquoi suis-je seule maintenant? Dieu, aide-moi, je ne sais plus quoi faire. Andrea se met à genoux, tenant son bébé, et commence à prier avec ferveur. Seigneur, donne-moi la force de continuer. Montre-moi une voie, une solution. Je ne peux pas laisser notre fille souffrir. Paulin, où que tu sois, je t'aime et je ferai tout pour te ramener. Elle continue de pleurer, mais au fond d'elle, une détermination commence à naître. Elle sait qu'elle doit se battre pour sa famille, coûte que coûte. 2 jours après, un soir, Andrea est à la maison. Quelqu'un frappe à la porte. Andrea se lève pour ouvrir. Bonsoir monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, je suis le père de ton mari, ton beau-père.
Oh, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, je vais vous apporter de l'eau. Andrea fait entrer son beau-père et lui offre un verre d'eau. Il pose des sacs remplis de nourriture et de jouets. J'ai apporté du maïs, du riz et d'autres provisions pour toi et ta fille. J'ai aussi apporté des jouets pour la petite. Merci beaucoup, je suis tellement contente de vous rencontrer enfin. J'ai voulu vous voir depuis longtemps, mais Paulin disait que ce n'était jamais le bon moment. Ce n'est pas grave. Parfois, le timing n'est pas parfait. L'important, c'est que nous soyons ici maintenant. Oublions le passé et commençons une nouvelle vie. Merci, vraiment, cela signifie beaucoup pour moi. J'ai aussi appris que mon fils est dans la main des policiers. Oui, beau-père. Ils s'assoient et discutent longuement, partageant leurs histoires et se connaissant mieux. Après un moment, le beau-père se prépare à partir. Il est temps pour moi de partir. Merci pour ton accueil, Andrea. Merci à vous, votre visite nous a vraiment réconfortés. Beau-père fait une pause et regarde Andrea avec affection. Avant de partir, puis-je te demander une chose? Embrasse-moi, s'il te plaît. Andrea, touchée par la demande, embrasse son beau-père avec amour et gratitude. Pour elle, c'est un geste d'affection et de reconnaissance. Pour le beau-père, c'est un moment de connexion profonde. Merci, vraiment, prenez soin de vous. Toi aussi, Andrea. Prends soin de ma petite fille et de toi-même. Nous resterons en contact. Le beau-père s'en va, laissant Andrea avec un sentiment de soulagement et de réconfort, sachant qu'elle a désormais un allié précieux. Tous les week-ends, le père de Paulin vient rendre visite à Andrea et à sa petite fille, apportant toujours des provisions. 2 mois passent ainsi. Un week-end, il vient et aborde un sujet délicat. Andrea, depuis que Paulin est en prison, je suis content de pouvoir vous aider chaque semaine. Mais j'ai une question importante à te poser. Oui, dites-moi. Depuis que Paulin est parti, est-ce que tu as pensé à sortir avec un autre homme? Non, jamais, je ne pourrais pas trahir Paulin comme ça. Je l'aime toujours et je compte rester fidèle à notre mariage. Ah, d'accord, je comprends. Mais, tu sais, je suis là pour toi si tu as besoin de quelqu'un. Nous pourrions envisager une relation plus profonde, si cela te convient. Non, ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais sortir avec mon beau-père. Ce serait une trahison envers Paulin et tout ce que nous avons construit ensemble. Ce n'est pas grave, Andrea. Je veux juste te montrer que tu n'es pas seul. Je suis ici pour t'aider, quoi qu'il arrive. Non, je ne peux pas accepter cela. Je resterai fidèle à Paulin, peu importe les difficultés. Très bien, Andrea. Pense à cela. N'oublie pas que ton mari est condamné à 12 ans de prison. Tu peux rester jusqu'à quand? Beau-père, pour mon mari je peux même rester comme ça tout au long de ma vie. Le beau-père quitte la maison, laissant Andrea troublée mais déterminée à rester fidèle à Paulin. La semaine suivante, il revient, comme à son habitude, avec des provisions. Andrea réfléchit beaucoup aux paroles de son beau-père et décide de lui parler franchement la semaine suivante. Lors de sa prochaine visite, elle est prête à aborder le sujet. 3 semaines après, le beau-père arrive. Bonsoir Andrea, j'ai apporté quelques courses et des jouets pour la petite. Bonsoir, merci pour tout. Il y a quelque chose dont nous devons parler. Ah bon, qu'est-ce que c'est? La semaine dernière, vous m'avez proposé quelque chose d'inacceptable. Je ne peux pas envisager une relation plus profonde avec vous. Je suis fidèle à Paulin, et je le resterai. Je comprends. Je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise, ce n'était pas mon intention. Je voulais seulement t'aider et te soutenir. Je comprends vos intentions, mais il y a des limites. Je resterai fidèle à Paulin, peu importe les difficultés. Je vous demande de respecter cela. Très bien, Andrea. Je respecte ta décision. Je ne parlerai plus de cela. Mon soutien pour toi et la petite reste inchangé. Merci de comprendre. Nous apprécions votre aide, mais il est important de respecter nos limites. Le beau-père fait semblant d'être joyeux. Andrea également pensait que son beau-père avait comprendre la situation mais, dans les pensées de son beau-père il y avait une autre chose dans sa tête. Il se lève et demande la route. 4 mois plus tard, Andrea reçoit une lettre de Paulin depuis la prison. Ma chère Andrea, je sais que les temps sont difficiles, mais je veux que tu saches que je pense à toi chaque jour. Je suis désolée de te causer tant de peine. Reste forte pour notre famille. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Avec tout mon amour, Paulin. Andrea lit la lettre avec émotion,
renforçant sa détermination à rester forte pour sa famille. 6 mois se passent sans que le beau-père ne vienne rendre visite. La situation devient de plus en plus difficile pour Andrea et sa fille. Les provisions sont épuisées et Andrea est en proie à des soucis constants. Elle se demande pourquoi son beau-père lui a demandé une telle chose et comment elle va pouvoir s'en sortir. À la fin du 7e mois, le beau-père revient enfin. Bonjour Andrea, cela fait longtemps. Bonjour. Oui, cela fait un moment. Pourquoi t'inquiètes-tu pour toi et ta fille, mais jamais pour moi? Je me précipite toujours pour vous aider, mais toi, tu ne fais que suivre ta propre tête. Qu'est-ce qui te manque? Je ne comprends pas. Pourquoi dites-vous cela? J'ai réfléchi à ce que nous avons dit. Je suis inquiet pour toi et je pense que tu as eu le temps de réfléchir à ma proposition. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur que si je n'accepte pas ce que vous proposez, ma fille et moi mourrons de faim. J'ai appelé tous nos amis, mais personne n'a répondu. Alors réfléchis bien. Je reviendrai le week-end prochain pour ta réponse finale. D'accord, je vais y réfléchir. Merci pour les provisions. Une semaine plus tard, le beau-père revient pour entendre la réponse d'Andrea. Alors, Andrea, as-tu réfléchi à ma proposition? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. J'accepte de faire ce que vous demandez. Tu as pris la bonne décision. Je te promets que personne ne sera jamais au courant de ce qui va se passer entre nous, y compris mon fils. Ta vie deviendra plus facile, et je veillerai à ce que toi et la petite ne manquiez de rien. D'accord. Le beau-père commence à rendre visite plus régulièrement, apportant toujours des provisions et de l'argent pour Andrea et sa fille. Andrea vit avec la culpabilité de sa décision, mais elle essaie de se convaincre qu'elle l'a fait pour le bien de sa fille. Pendant ce temps, la situation de Paulin au Grand Camp s'aggrave. Il est au courant que sa famille reçoit de l'aide, mais il ignore la source de cette aide et les compromis faits par Andrea. Il continue d'écrire des lettres à Andrea, exprimant son amour et son soutien. Depuis le jour où le beau-père a passé la nuit avec Andrea, cela devient une habitude. Les mois passent, et leur relation illicite continue. 1 an après, un soir où ils sont encore ensemble dans la chambre, Paulin est libéré de prison sans avertissement. Paulin décide de faire une surprise à sa famille. Il ne les appelle pas et arrive directement à la maison. Il ouvre la porte, s'attendant à une joyeuse réunion. Paulin, entrant doucement. Andrea, je suis rentré. Il se dirige vers la chambre, entendant des bruits inhabituels. Lorsqu'il ouvre la porte, il est choqué de voir Andrea et son père ensemble. Paulin, étonné et furieux. Andrea, papa, vous. Andrea et le beau-père se redressent brusquement, pris au dépourvu. Andrea est pâle de terreur. Chérie, je ne savais pas que tu rentrais aujourd'hui. Mon fils, écoute-moi. Comment avez-vous pu, Andrea? Je t'aimais, je te faisais confiance. Papa, comment as-tu pu me faire ça? Andrea, en larmes, ne sait plus quoi dire. Paulin, furieux et blessé, quitte la maison sans un mot de plus. Paulin marche sans but, le cœur brisé par ce qu'il vient de découvrir. Il essaie de comprendre comment sa vie a pu basculer ainsi. Après quelques heures, il trouve refuge chez un ami proche, Martin. Beau-père, honteux, essaie de parler à Andrea. Andrea, je suis désolé. C'était une erreur terrible. Nous devons trouver un moyen de réparer cela. Réparer. Comment réparer ce qui est irréparable? Paulin ne me pardonnera jamais. De toute façon, j'ai eu ce que je voulais. Quoi que veux-tu dire par là, que tu as eu ce que tu voulais, après avoir détruit mon foyer? Oui, j'ai eu ce que je voulais parce que mon fils m'avait désobéi. Je l'ai nourri, grandir et quand le moment est venu de prendre la tête de mes entreprises, il a refusé de rejoindre mon entreprise. Et il ne fait qu'à sa tête, tout ce que je lui dis de faire il ne fait que le contraire, raison pour laquelle je l'ai piégé, le mets en prison, pour pouvoir avoir accès à toi, après la faire libérer et c'est ce que j'ai fait. Tu es méchant, tu ne mérites même pas le titre de père, tu ne comprends même pas la signification du mot père, à cause d'une petite mésentente tu as détruit nos vies. L'histoire présente plusieurs leçons importantes.
Fidélité et loyauté. La trahison de la confiance peut avoir des conséquences dévastatrices pour toutes les personnes impliquées. Il est essentiel de rester fidèle et loyal envers ses proches. Conséquences des actions. Les choix que nous faisons, même sous pression, ont des conséquences. Il est crucial de réfléchir aux implications à long terme de nos décisions. Importance de la communication. Si Andrea et Paulin avaient eu une communication plus ouverte et honnête, certains des malentendus et des problèmes auraient pu être évités. Pression et moralité. Céder à la pression pour des solutions à court terme, comme l'a fait Andrea, peut mener à des situations moralement et émotionnellement destructrices. Recherche de soutien approprié. Au lieu de s'appuyer sur des relations inappropriées, cherchez l'aide de sources légitimes et appropriées. Amis, famille éloignée, association, est une meilleure stratégie pour surmonter les défis. Rédemption et pardon. Même après des erreurs graves, il est possible de chercher la rédemption et le pardon, bien que cela puisse être un chemin long et difficile. Ces conseils mettent en lumière l'importance des valeurs morales, de la communication et des choix éthiques dans nos vies quotidiennes. Tu te souviens de notre premier rendez-vous ici, dans ce même salon? C'était il y a des années, mais c'est comme si c'était hier. Bien sûr que je m'en souviens. Tu portais cette jolie robe bleue et tu étais plus belle que jamais. Je savais ce jour-là que je voulais passer le reste de ma vie avec toi. Et je ne l'ai jamais regretté un seul instant. Nous avons eu une belle vie ensemble, n'est-ce pas? Oui, une vie magnifique. Et avec nos enfants, John et Martine, notre famille est complète. Je suis reconnaissant pour chaque moment passé avec vous. À ce moment-là, John entre dans le salon, l'air excité et plein de joie. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. John, que se passe-t-il? Tu sembles si exalté. Qu'y a-t-il, fiston? Dis-nous tout. J'ai réussi le concours. Je suis officiellement inspecteur de police. Félicitations, mon fils. Tu as travaillé si dur pour cela. C'est un grand accomplissement. Je savais que tu y arriverais. Sautant de joie, courant vers John pour le serrer dans ses bras. Oh, John, nous sommes tellement fiers de toi. C'est merveilleux. Merci, papa, merci, maman. Je n'aurais jamais pu le faire sans votre soutien et vos encouragements. Vous avez toujours cru en moi. John, embrassant ses parents. Nous avons toujours su que tu réaliserais de grandes choses. C'est le début d'une aventure incroyable pour toi. Et n'oublie pas, John, continue de suivre tes principes. La justice et l'honnêteté te mèneront loin. Nous serons toujours là pour toi. Je vous promets de faire honneur à tout ce que vous m'avez appris. Je ferai de mon mieux pour être un bon inspecteur. La famille Barthélemy célèbre la nouvelle, unis et heureux, inconscients des défis qui les attendent. Quelques semaines plus tard, dans le commissariat, John est assis à son bureau, feuilletant des dossiers, lorsque son supérieur, l'inspecteur Mark, entre dans la pièce. John, j'ai une mission importante pour toi. Nous avons besoin de tes compétences sur une enquête sensible. Oui, chef. De quoi s'agit-il? Nous enquêtons sur un réseau de trafiquants de grande envergure. Nous avons enfin une piste solide, mais il faudra être méticuleux et discret. Lui tendant un dossier épais. Feuilletant le dossier, concentré. Compris. Je vais m'occuper de cette affaire avec la plus grande attention. C'est une mission difficile, John. Je compte sur toi pour mener cette enquête à bien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la résoudre. Quelques jours plus tard, dans le bureau de John, il est plongé dans l'enquête, entouré de documents et de preuves. Soudain, il découvre quelque chose d'horrifiant. À lui-même, choqué. Non, ça ne peut pas être vrai, pas lui. Il se lève précipitamment et appelle son père. Tremblant, au téléphone. Papa, es-tu à la maison? Je dois te parler de toute urgence. Au téléphone, préoccupé. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas, John? J'arrive tout de suite. Nous devons parler en personne. John arrive chez ses parents, visiblement bouleversés. Élisée et Martine, inquiètes, sont dans le salon. Monsieur Barthélemy les rejoint, l'air confus. John, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles terriblement agité. Papa, j'ai été chargé d'enquêter sur un réseau de trafiquants. Et, tout indique que tu es impliqué. Tremblant, montrant les documents. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Chérie, dis-lui que ce n'est pas vrai. Papa, tu ne peux pas être mêlé à ça, il doit y avoir une erreur. Ce sont des accusations sans fondement. Je n'ai rien fait de mal. Papa, les preuves sont accablantes. Je suis obligé de t'arrêter. Non, tu ne peux pas faire ça, John. Pas à ton propre père. John, s'il te plaît,
trouve une autre solution. Il doit y avoir une erreur. Je suis désolé, mais je dois faire ce qui est juste. Il met les menottes à son père, qui reste stoïque. Élisée et Martine pleurent, suppliant John de ne pas le faire. Quelques jours plus tard, John rend visite à son père en détention. Il est visiblement perturbé et cherche des réponses. Papa, pourquoi refuses-tu de me dire la vérité? Je t'ai déjà dit, John. Je ne fais pas partie de ce groupe. Tu fais une erreur. Je veux te croire, mais les preuves, elles disent le contraire. Aide-moi à comprendre. Parfois, la vérité est plus complexe que ce que l'on peut voir. Je veux juste savoir la vérité. Pour moi, pour maman, pour Martine. La vérité ne change rien. Tu as déjà pris ta décision. La nuit est tombée, et la maison des Barthélemy est plongée dans une atmosphère lourde et tendue. Élisée et Martine sont assises dans le salon, visiblement en colère. La porte d'entrée s'ouvre et John entre, l'air fatigué et préoccupé. Comment as-tu pu faire ça, John? Comment as-tu pu arrêter ton propre père? Maman, écoute-moi, je devais suivre l'épreuve. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Suivre l'épreuve, mais c'est de notre père dont tu parles. Comment peux-tu être si froid? Vous pensez que c'était facile pour moi? Vous croyez que je n'ai pas souffert de devoir le faire? Si tu souffrais autant, tu aurais trouvé un moyen de ne pas le faire. Tu aurais dû protéger ta famille. Je suis dans une position impossible. Les preuves sont claires. Si papa disait la vérité, peut-être que je pourrais l'aider. Mais il refuse de parler. La vérité. Tu parles de quelle vérité? Tu penses vraiment qu'il est coupable? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Un de ses partenaires a été arrêté. Il a confirmé que papa est leur chef. Ce n'est pas juste un malentendu. Ton père n'est pas un trafiquant. Il a travaillé dur pour nous toute sa vie. Ce doit être une erreur. Je veux croire que c'est une erreur. Mais sans la vérité de sa part, je suis lié par mon devoir. Je dois faire ce qui est juste, même si cela me déchire. Faire ce qui est juste. Et détruire ta famille en même temps. Comment peux-tu vivre avec ça? Je ne sais pas. Chaque jour, c'est un combat. Mais papa, il doit comprendre que s'il ne parle pas, il n'y a rien que je puisse faire pour l'aider. Que veux-tu qu'il dise? Qu'il avoue quelque chose qu'il n'a pas fait? Si ce n'est pas lui, alors il doit me dire qui est vraiment derrière tout ça. Je pourrais utiliser cette information pour réduire sa peine. Mais sans sa coopération, nous sommes perdus. S'effondrant dans un fauteuil, en larmes. Tout cela ne semble pas réel. Comment notre famille a-t-elle pu en arriver là? Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi. Je vous aime toutes les deux. Et j'aime papa, mais je dois aussi respecter mon serment de justice. Le regardant fixement, le cœur brisé. Si seulement tu pouvais trouver une autre façon de le sauver, John. Si seulement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Mais cela dépend aussi de lui. Il doit me donner quelque chose avec quoi travailler. La tension dans la pièce est palpable. Élisée et Martine se regardent, essayant de trouver une lueur d'espoir dans les paroles de John. Mais l'incertitude et la douleur restent, accablant la famille. Le lendemain, John reçoit un appel de son supérieur, l'inspecteur Mark. Ils se rencontrent dans un bureau du commissariat. John, nous avons une nouvelle information. L'un des partenaires de ton père a avoué. Il a confirmé que ton père est le chef du réseau. Mais pourquoi papa continue-t-il de nier? Pourquoi ne me dit-il pas la vérité? Parfois, les gens refusent d'admettre ce qu'ils ont fait, même face à l'évidence. Nous devons encore confirmer certains détails, mais les preuves sont accablantes. Que puis-je faire? Comment puis-je l'aider? Fais ton devoir, John. Continue de chercher la vérité. Si ton père parle enfin, cela pourrait atténuer sa peine. Mais sans sa coopération, nos mains sont liées. Je vais continuer à essayer. Peut-être que je trouverai un moyen de le convaincre. John rend une dernière visite à son père en prison, espérant une révélation. Monsieur Barthélemy est assis dans sa cellule, le visage fatigué. Papa, je t'en supplie. Dis-moi la vérité. Qui est vraiment derrière tout ça? Monsieur Barthélemy, regardant John avec tristesse. John, parfois, la vérité est trop douloureuse à accepter. Mais sache que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger, toi, ta mère et ta sœur. Les larmes aux yeux. Si tu me dis la vérité, je peux peut-être trouver un moyen de t'aider. Mais si tu continues de nier, je ne peux rien faire. Très bien, tu mérites de savoir. Oui, je suis impliqué. Mais ce n'était jamais censé être ainsi. J'ai été piégé, et il n'y avait plus de retour possible. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Nous aurions pu trouver un moyen de te sortir de là. Parce que j'avais peur.
Peur de te perdre. Peur de ce que cela ferait à notre famille. Nous et ZS avons encore une chance de réduire ta peine. Mais tu dois tout dire aux autorités. C'est notre seule chance. Je le ferai. Pour toi, pour Élisée, et pour Martine. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour réparer les choses. John et Monsieur Barthélemy se regardent en silence, chacun espérant que la vérité pourra enfin apporter un peu de rédemption à leur famille brisée. Quelques jours plus tard, la famille Barthélemy se retrouve à la maison. John informe sa mère et sa sœur des derniers développements. Papa a enfin parlé. Il a décidé de coopérer avec les autorités. Cela pourrait réduire sa peine. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait revenir plus tôt? Peut-être, si tout se passe bien, il pourrait sortir plus tôt que prévu. Mais cela prendra du temps. Merci, John. Merci de ne pas avoir abandonné. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais nous le ferons ensemble. Nous resterons forts, pour papa et pour nous-mêmes. La famille Barthélemy se tient unie, cherchant à reconstruire leur vie malgré les épreuves qu'ils ont traversées, espérant que la vérité et la justice apporteront finalement la paix et la réconciliation. 3 semaines plus tard, le tribunal est bondé pour le procès de Monsieur Barthélemy. Élisée et Martine sont présentes, en larmes. John est debout, seul, observant la scène avec anxiété. Mesdames et messieurs, mon client est innocent. Les preuves contre lui sont circonstancielles et insuffisantes pour prouver sa culpabilité. Les enregistrements, les transactions financières, les témoignages des complices, tout pointe vers M. Barthélemy comme l'un des meneurs de ce réseau de trafiquants. Ça ne peut pas être vrai. Pas lui. Serrant la main de sa mère. Maman, tout va bien se passer. Il doit y avoir une erreur. Père, pourquoi n'as-tu pas avoué? Pourquoi? À lui-même, en silence. Monsieur Barthélemy, vous êtes reconnu coupable des charges retenues contre vous. Vous êtes condamné à 15 ans de prison. Audience s'est levée. Les gémissements et les pleurs se font entendre. Élisée s'effondre, Martine crie de désespoir, et John reste immobile, luttant contre ses propres larmes. Quelques jours après le procès, John est seul dans le parc, assis sur le banc où sa famille avait l'habitude de pique-niquer. La sentence a été prononcée. Monsieur Barthélemy est condamné à 15 ans de prison. Comment allons-nous survivre sans lui, John? Comment? Maman, je sais que c'est difficile, mais nous devons rester forts. Pour papa, pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment allons-nous continuer? S'approchant de sa sœur et de sa mère, les prenant dans ses bras. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons rester unis. Papa a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Mais comment pouvons-nous rester unis après tout ça? En nous rappelant que malgré tout, nous sommes une famille. Et une famille, ça surmonte les épreuves ensemble. Quelques semaines plus tard, John rend visite à son père en prison. Il s'assoit dans la salle des visites, essayant de trouver un moyen de se rapprocher. John, mon fils, je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. Je ne voulais jamais que tu aies à choisir entre ta famille et ton devoir. Papa, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en espérant pouvoir t'aider. Maintenant, nous devons travailler ensemble pour réparer les dégâts. Je vais coopérer avec les autorités. Je vais tout leur dire, dans l'espoir de réduire ma peine. Je veux que tu saches que je suis fier de toi, malgré tout. Merci, papa. Nous allons trouver un moyen de surmonter cette épreuve. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous y arriverons. Oui mon fils, mais s'il te plaît fais-moi sortir d'ici vite le plus possible. Je suis fatigué de rester dans cette cellule. S'il te plaît fais quelque chose pour moi. 5 ans plus tard, après de nombreux efforts de réhabilitation, Monsieur Barthélemy a réussi à réduire sa peine grâce à sa coopération. La famille Barthélemy se prépare pour son retour à la maison. Élisée et Martine décorent la maison, tandis que John attend avec impatience devant la porte. J'ai du mal à croire que ce jour soit enfin arrivé. Nous avons tellement attendu. C'est comme un rêve. Papa revient enfin à la maison. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous avons tenu bon. Et maintenant, nous allons enfin être réunis. John regardant la route, attendant l'arrivée de son père. Une voiture s'arrête devant la maison, et Monsieur Barthélemy en sort, visiblement ému. Il s'approche de la porte, où sa famille l'attend. Je suis tellement heureux de vous revoir tous. Vous m'avez tellement manqué.
Bienvenue à la maison, mon amour. Papa, tu es enfin là. Nous avons survécu à cette épreuve ensemble. Maintenant, nous pouvons enfin recommencer à vivre. Monsieur Barthélemy est enfin de retour à la maison après avoir obtenu une libération anticipée. Merci à tous d'être ici. Il y a des choses importantes que je dois partager avec vous. Nous sommes là, mon amour. Nous sommes prêts à t'écouter. Qu'est-ce que tu veux nous dire, papa? Oui, nous sommes là pour toi. Quand j'étais en prison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Réfléchir à mes erreurs, à ce que j'ai fait pour en arriver là. Chaque jour dans cette cellule était un rappel brutal des conséquences de mes actions. Nous savons que cela a été difficile pour toi. Oui, c'était extrêmement difficile. Les murs de cette cellule étaient froids et oppressants. Le bruit constant, le manque de liberté. Ce n'est pas un endroit pour un être humain. Mais plus que tout, ce qui m'a le plus pesé, c'était de savoir que j'avais blessé ma famille. Que mes actions vous avaient tous affectés. Papa, nous comprenons, nous savons que tu as fait des erreurs, mais nous t'aimons toujours. Martine, les larmes coulant doucement. Oui, papa, nous t'aimons et nous sommes heureux que tu sois de retour. Monsieur Barthélemy, les regardant avec une profonde tristesse et détermination. Merci, mais je veux que vous appreniez de mes erreurs. John, en particulier, en tant qu'inspecteur, tu seras souvent confronté à des choix difficiles. Ne laisse jamais la tentation ou la pression te pousser à faire des choses contraires à tes valeurs. Je te le promets, papa, je ferai de mon mieux pour rester sur le droit chemin. Et toi, Martine, ne laisse jamais personne te convaincre de faire quelque chose qui pourrait te nuire ou nuire à ce que tu aimes. L'intégrité et l'honnêteté sont ce qui compte le plus dans la vie. Monsieur Barthélemy, se tournant vers Martine. Martine, souriant à travers ses larmes. Je te le promets, papa, nous ferons tout pour honorer tes conseils. Monsieur Barthélemy, les larmes aux yeux, les regardant avec amour. Merci, et sachez que je serai toujours là pour vous soutenir et vous guider, même d'ici. Nous sommes une famille, et nous surmonterons tout ensemble. Merci de nous avoir raconté ton histoire, cela nous rend plus forts. Nous avons appris beaucoup de cette épreuve. Nous savons maintenant combien il est important de rester fidèle à nos valeurs. Oui, et nous savons que nous pouvons tout surmonter ensemble. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous en ressortons plus forts. Et tant que nous resterons unis, rien ne pourra nous abattre. Monsieur Barthélemy, les regardant avec amour et fierté. La famille Barthélemy se tient unie, prête à affronter l'avenir avec espoir et détermination, sachant que tant qu'ils sont ensemble, ils peuvent tout surmonter. Barthélemy apprend à ses enfants que les décisions et les actions malhonnêtes, même motivées par des intentions de soutien familial, peuvent avoir des conséquences désastreuses. La vie en prison lui a fait comprendre la valeur de l'intégrité et de l'honnêteté, et il encourage ses enfants à toujours suivre le droit chemin, quelles que soient les tentations ou les pressions qu'ils peuvent rencontrer. La force de la famille, malgré les erreurs de Barthélemy, sa famille reste unie et solidaire. Ils traversent ensemble les moments les plus difficiles, montrant ainsi que le soutien familial est crucial dans les moments de crise. La réconciliation et la compréhension au sein de la famille sont des éléments essentiels pour surmonter les épreuves. Le pouvoir du pardon, la famille de Barthélemy apprend à pardonner ses erreurs et à l'aimer malgré ses fautes. Cela montre que le pardon est une composante essentielle des relations humaines, permettant de reconstruire des liens brisés et de progresser ensemble. Les conséquences des choix, l'histoire met en lumière que chaque choix a des conséquences. Barthélemy a choisi de s'engager dans des activités illégales, pensant peut-être qu'il agissait pour le bien de sa famille, mais cela a finalement conduit à la souffrance et à la douleur pour lui et ses proches. C'est un rappel puissant que les décisions prises dans la vie doivent être réfléchies et guidées par des valeurs morales solides. L'importance de la rédemption et du changement, bien que Barthélemy ait fait des erreurs graves, il montre que le changement est possible. En coopérant avec les autorités et en cherchant à se racheter, il prouve que même après avoir fait des erreurs, on peut toujours chercher à faire le bien et à améliorer sa vie. La résilience et l'espoir, malgré les défis, la famille Barthélemy démontre une grande résilience. Ils continuent d'avancer, de reconstruire leur vie et de rester optimistes quant à l'avenir. Cela illustre que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et la possibilité de jours meilleurs.